maintenant donner la parole à Étienne, qui va nous parler des ligamentoplasties chez l'adulte. Étienne, tu es là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, attends, vas-y, maintenant on voit l'écran, branche, et tu peux commencer si tu le souhaites. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour moi. Vous m'entendez? OK. Merci tout le monde. Bonne soirée à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui pas que du ligament croisé antérieur, on va surtout parler des lésions postérolatérales du genou. L'objectif du topo, ça va être de savoir diagnostiquer une lésion postérolatérale et de maîtriser la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Je rajouterai un troisième objectif. La semaine dernière, le professeur Akabed a parlé jusqu'à ce qu'il fasse mieux au Liban. Je vais essayer de parler jusqu'à ce qu'il fasse mieux au Canada. Ça va être un peu long, vous allez voir. On va s'amuser. Le plan aujourd'hui, en premier lieu, introduction, anatomie biomécanique, mais juste quelques rappels. Quelques images de mécanismes lésionnels, comment on fait le diagnostic de manière clinique et paraclinique. Quelques mots de classification, beaucoup de thérapeutique. Je vous proposerai un arbre décisionnel pour les indications et on parlera un peu de bibliographie à la fin. Ces lésions postérolatérales du genou, c'est le côté obscur de la force. Ce sont des lésions qui sont complexes, de par l'anatomie de la zone qui est complexe, qui est une zone dans laquelle on ne va pas de manière régulière et qui n'est pas toujours très bien comprise et très bien analysée. C'est complexe aussi de par le diagnostic, parce que ça nécessite un examen clinique un peu particulier, et c'est aussi complexe par la prise en charge. Vous allez voir, il y a plein de modalités thérapeutiques différentes. Il faut savoir en maîtriser quelques-unes et savoir s'adapter dans les situations difficiles. Ce sont des lésions qui sont souvent graves. Assez souvent, il y a des lésions neurologiques qui sont associées, il y a une nerf sciatique poplitée externe, on y viendra après. Et surtout, les conséquences biomécaniques de ces lésions, quand elles sont non diagnostiquées, entraînent assez vite une atteinte dégénérative. Donc, je crois qu'il faut que vous gardiez comme premier message aujourd'hui que ces lésions-là, devant chaque traumatisme du genou, elles doivent être suspectées. Dans tous les cas où on a un genou traumatique aigu, on doit suspecter une lésion postérolatérale jusqu'à preuve du contraire. Ces lésions elles sont fréquemment associées à des lésions du LCA, plus ou moins du LCP. Vous avez ce schéma de Philippe Néret qui explique comment on passe d'une lésion isolée du croisé à une triade, puis une pentade, puis une luxation, avec une augmentation de la vélocité et de la force du traumatisme. Mais parfois, elles peuvent être isolées. Certains auteurs apportent un tiers de cas de lésions postérolatérales isolées. Ça ne veut pas dire que ce sont des lésions qui devaient nécessiter forcément une chirurgie, mais dans un tiers des cas, il y a une lésion postérolatérale qui n'a pas été diagnostiquée. Là où c'est particulièrement important de bien les diagnostiquer, c'est dans le cas de lésions du ligament croisé antérieur associé, parce que clairement, l'absence de prise en charge d'une lésion postérolatérale concomitante d'une lésion du croisé va grever le pronostic et augmenter le facteur de risque d'échec de cette reconstruction du LCA. Donc, il faut vraiment le prendre en charge à ce niveau-là. Et je le répète, les altérations biomécaniques, notamment la décoaptation externe, va très vite conduire à une atteinte dégénérative si elle est ignorée, si elle n'est pas prise en charge. Quelques mots d'anatomie. Les termes il y a beaucoup de termes différents qui sont employés, c'est parfois confus, on a du mal à savoir où on en est quand on parle d'un point d'une littérature francophone puis anglophone. Ce qu'il faut retenir, il y a deux types de stabilisateurs. Il y a les stabilisateurs primaires, le ligament collatéral latéral, qui est ici On voit quand je pointe sur l'écran ou on ne voit pas? Oui, on voit très bien. Le ligament collatéral latéral, le tendon du muscle poplité et le ligament poplitéo-fibulaire. Ces deux zones-là, ainsi que l'insertion du gastrocnémie latéral, ça forme ce qu'on appelle dans la littérature francophone le point d'angle postérolatéral. C'est une notion que vous ne retrouverez que dans la littérature francophone, c'est moins détaillé dans la littérature anglophone. Les stabilisateurs secondaires sont la capsule postérieure, le jumeau latéral, toutes les structures tendineuses qui vont s'insérer dans la zone, et surtout, il ne faut pas oublier, on en parlera après, du nerf sciatique-poplité externe. Cette zone-là, elle est organisée en 3 couches. C'est important de garder en tête, notamment pour la prise en charge chirurgicale, au moment où, quand on va vouloir reconstruire à la fin ou suturer, il ne faut pas perdre d'esprit de vue ces 3 zones pour respecter les plans comme ils sont dans la nature. La couche numéro 1, c'est le fascia lata et le biceps. La couche numéro 2, donc je parle de la superficie pour aller vers la profondeur. La couche numéro 2, c'est le rétinaculum patellaire externe et le ligament patellofémoral externe. Puis la couche 3, qui est la couche plus profonde, qui va intéresser surtout une reconstruction ligamentaire. C'est le ligament collatéral latéral,
le tendon du poplité et le ligament poplitéo-fibulaire. Le plus superficiel de ces trois structures, c'est le ligament collatéral latéral. Gardez ça aussi en tête au moment de la reconstruction. On fait passer le tendon poplité au-dessous du collatéral latéral et pas au-dessus. Ça a un rôle important biomécanique. Il faut connaître bien cette anatomie, qui est certes simplifiée dans mon propos là, mais il faut la connaître pour pouvoir ensuite la reproduire de manière la plus adéquate. Le ligament collatéral latéral, il naît un peu en arrière de l'épicondyle externe. Il se termine sur la face latérale de la fibula. Il est très latéral, très superficiel, et c'est pour ça qu'on peut le voir notamment en échographie, j'y reviendrai après. Il est très superficiel, et vous voyez, le biceps s'insère sur la partie plutôt postérieure et plutôt profonde. C'est un stabilisateur statique du genou en varus. C'est à 30 degrés de flexion que sa fonction est la mieux mise en évidence. Il a aussi un rôle qui est un peu plus secondaire dans la limitation de la rotation externe en extension. Le tendon du muscle poplité, lui, il s'insère en avant de l'épicondyle, dans la fossée du poplité. Il cravate le genou, il passe sous le ligament collatéral latéral et il se termine dans le corps musculaire du poplité, qui est donc sur la face postérieure du tibia. C'est un stabilisateur de la rotation, c'est le stabilisateur principal de la rotation. La dernière structure des stabilisateurs primaires, des stabilisateurs principaux, c'est le ligament poplitéo-fibulaire. C'est la seule structure qui va associer une connexion entre le membre au-dessus et la fibula, un vrai contrôle rotatoire. Donc, il naît, ce ligament, à la jonction du corps musculaire du poplité et de son tendon et se termine sur l'apex de la tête du péroné, de la fibula. Il est responsable de ce qu'on appelle les arcuate lesions. Vous verrez, c'est des lésions osseuses qu'on voit à la radiographie, donc il faut faire très attention, il faut bien les diagnostiquer dans le cas d'un genou traumatique. Donc, les trois structures principales, collatéral latéral, tendon de poplité, ligament poplitéo-fibulaire. Les stabilisateurs dits secondaires, ça va être la capsule postérieure, le gastrocnémien, qu'il ne faudra pas manquer de réinsérer ou de resuturer une fois qu'on aura fait notre chirurgie multiligamentaire. Et puis le dernier plan, qui est le biceps fémoral et le fascia lata, qui sert sur le tubercule de Gerdy. Ces deux structures doivent être réinsérées en dernier. C'est les dernières structures que vous devez suturer dans la prise en charge chirurgicale. Ce qu'il ne faut pas oublier, et qui est perturbant les premières fois qu'on fait ce genre de chirurgie, c'est que dans tous les schémas, vous l'avez représenté de cette manière-là. Mais vous, quand vous allez opérer, le genou il sera à 90 degrés de flexion. Donc, en fait, il ne faut pas garder en tête que le ligament collatéral latéral, il est au-dessus du tendon poplité. Il faut garder en tête que le tendon poplité il est en avant du ligament collatéral latéral. À 90 degrés de flexion, quand vous avez réalisé votre installation, les rapports ne sont pas les mêmes, il faut le garder en tête ça aussi. Enfin, la dernière note d'anatomie, le nerf fibulaire commun, cette hypoplité externe, qui passe au niveau du col du péroné. La lésion est fréquente, il est rapporté 25% de cas de lésion lors de traumatisme postérolatéraux. Au chapitre des trucs et astuces, gardez en tête qu'il est plus simple de le repérer à la partie proximale de l'incision, dans la gaine du biceps fémoral. C'est là que vous aurez le plus facile de le mettre en évidence et de le suivre ensuite pour le neurolyser sur toute sa distance. Une diapositive de biomécanique, parce que sinon on pourrait y passer des heures et des jours. Seule chose que vous devez garder en tête, le varus est le mieux contenu par le ligament collatéral latéral. La rotation est mieux contrôlée par le ligament poplitéo-fibulaire et le tendon poplité. L'ensemble des structures contrôle la translation. Il faut bien prendre en compte ces trois plans d'espace quand vous faites vos reconstructions dans cette zone-là, et surtout quand vous avez la séquence dans laquelle vous allez fixer vos greffes. Mécanisme lésionnel. Et là, plutôt que long discours, je vous propose de regarder le genou gauche de ce joueur de Lyon. On va le revoir au ralenti. Un mécanisme en hyperextension, varus forcé avec un pied fixé au sol. Voilà. Une lésion complète du ligament du plan externe ainsi que des deux croisés. Comment on va le diagnostiquer? Comment on va mettre en évidence ce type de lésion? Quels sont les signes spécifiques? Dans un premier temps, dès que vous avez une suspicion d'une lésion postériolatérale, vous devez évoquer une luxation de genou. Dans tous les cas, une luxation qui se serait réduite. Donc, il faut un examen vasculaire minutieux, un examen nerveux et une recherche de syndrome de Loge. Ça, c'est médico-légal. Je vous conseille fortement de l'écrire à chacune de vos observations. C'est quelque chose en termes de responsabilité. Vous faites toujours avoir si vous êtes passé à côté du diagnostic.
L'interrogatoire est assez banal. On demande le contexte, la date de la chirurgie, le mécanisme, les signes fonctionnels, notamment dans les cas chroniques, c'est de savoir s'il y a une instabilité ou s'il y a de la douleur. Mais parfois, les gens ont du mal à bien vous expliquer quel est le ressenti qu'ils ont, notamment en termes d'instabilité par rapport, et qui confondent assez souvent avec une faiblesse musculaire du quadriceps. Par contre, ce qui est important de connaître, ce sont les signes physiques que je vais détailler maintenant. Il va falloir rechercher une décoaptation externe. Il va falloir mesurer un stress en varus, rechercher le dial test, faire le test de Houston, un test du tiroir postérieur-latéral, un reverse pivot shift. L'examen, il doit être bilatéral et comparatif. Parce que les gens hyperlaxes, vous allez avoir un examen qui va être perturbé, il faut comparer avec l'autre côté. C'est très important, tout doit être noté des deux côtés. Décoaptation externe. Vous avez une perte des stabilisateurs externes du genou, donc les contraintes, les mouvements sont plutôt, les contraintes sont plutôt varisantes. Et donc, on voit le membre en extérieur. S'il n'y a pas de structure pour retenir, vous avez une décoaptation externe qui peut être unipodale, statique, ou dynamique à la marche. Vous avez l'exemple de cette jeune fille. Regardez, en fin d'extension, elle a une décoaptation externe par une atteinte du point d'angle postérieur-latéral. Elle avait le collatéral latéral qui était sain, mais le point d'angle postérieur-latéral qui était touché. J'y reviendrai après, vous montrer ce qu'on a fait. Pourquoi on l'a fait monter sur un marchepied ou sur quelque chose en hauteur pour y voir plus clair? Parce que dans ce genre de pathologie, vous pouvez avoir aussi des faiblesses du quadriceps qui permettent de mal diagnostiquer le problème. Et donc, pour éliminer un problème lié au quadriceps, vous faites un appui unipodal sur une marche. Si la patiente n'arrive pas à contracter le quadriceps, c'est que le problème de décoaptation ou le problème de ressaut n'est pas lié forcément au problème ligamentaire, il peut être lié au problème du quadriceps. Un stress en varus. Donc là, rien de compliqué, on met des contraintes en varus. C'est positif si on crée une douleur, on témoigne du fait qu'il y a une lésion dans la zone. Et on parle d'une lésion de haut grade quand il y a un bâillement de 5 mm par rapport au côté contralatéral. Comme ça a été expliqué dans la partie anatomique, à 30 degrés de flexion, on va analyser le collatéral latéral. En extension complète, on va analyser le collatéral latéral et le point d'angle postéro-latéral. Le dial test se fait en décubitus ventral et on mesure des rotations. Il est positif si on a plus de 10 degrés de différence entre les deux côtés. Attention quand vous le faites de ne pas exagérer les mouvements et de tester bien que la rotation au niveau du genou et de ne pas créer les mouvements d'abduction-adduction au niveau de la hanche. À 30 degrés de flexion, on teste le point d'angle postéro-latéral, ou postéro-latéral corner en anglais. Et à 90 degrés de flexion, on teste le point d'angle et le ligament croisé postérieur. Donc, je le répète, il est positif quand on a une augmentation de plus de 10 degrés par rapport au côté contralatéral. Vous avez un exemple ici pathologique, la jambe droite du patient à 30 degrés de flexion témoignant d'une lésion postéro-latérale. Le test de Houston. Le patient est en décubitus dorsal. Vous l'attrapez par le gros orteil, vous le soulevez par le pied. Le test est positif si le genou se passe en récurvatum à rotation externe. Il témoigne d'une atteinte du point d'angle postéro-latéral. Vous voyez, vous avez deux exemples précis ici. Comment faire la manœuvre? Vous prenez par le gros orteil, vous levez, soit le pied bascule en rotation externe et un récurvatum témoignant d'une atteinte postéro-latérale et du croisé postérieur, soit la jambe reste dans une position rectiligne, montrant qu'il n'y a pas d'anomalie particulière. Le tiroir postéro-latéral, passé en décubitus dorsal, 80-90 degrés de flexion, vous mettez le pied en rotation externe pour vraiment mettre en tension les points d'angle postéro-latéral. Le test est positif quand la translation postérieure est augmentée par rapport au côté contralatéral. Vous allez voir l'exemple ici avec la vue que vous auriez vous au-dessus. C'est une atteinte multiligamentaire chez ce patient qui avait un creuset postérieur et un compartiment externe par rapport au côté sain qui retrouve un arrêt dur avec un tiroir qui est moins augmenté. Je vous remontre le côté pathologique. Si j'y arrive. Ouais. Vous voyez un tiroir qui est majoré par rapport au côté sain. Un peu plus compliqué à intellectualiser, je vais remettre la vidéo après. Le reverse pivot shift. Le patient est en décubitus dorsal, en position de flexion et de rotation externe. Dans cette position-là, le plateau tibial, s'il n'y a plus de structure postérieure et postéro-latérale, il est subluxé en externe. Il est plus subluxé en dorsal. Le fascia lata entraîne une contrainte qui continue à maintenir le plateau tibial en postérieur. Une fois que celui-ci va reprendre la corde vers l'extension, le plateau tibial va se réduire et donc vous allez avoir un ressaut. Avec l'animation, vous allez mieux comprendre. Dès qu'on se met proche de l'extension,
Le fascia lata reprend la corde et réduit le plateau tibial. Je vous le remontre ici. Plateau tibial luxé derrière. Rotation externe. On passe de flexion à extension. Au moment où on atteint un niveau proche de l'extension, on va avoir une réduction et donc un ressaut par réduction du plateau tibial. Ne pas oublier l'examen neurologique, c'est médico-légal, il faut que ce soit colligé, il faut rechercher les anesthésies des différentes zones, les difficultés pour relever les orteils ou des impossibilités d'éversion du pied. C'est médico-légal, il faut absolument le noter. Sinon, après, les assurances partiront du principe que vous n'avez pas fait l'examen et que c'est vous qui avez lésé le nerf lors de la chirurgie. L'examen clinique, il ne doit pas s'arrêter là. L'examen clinique, il doit être complet de l'ensemble des structures du genou. Dans un premier temps, quand vous avez un doute sur une lésion postéro-latérale, interrogez-vous sur le ligament croisé postérieur. Je vous rappelle ici brièvement les signes. Effacement de la tubérosité tibiale antérieure, tiroir postérieur, vous allez voir ici. Donc là, je réduis le tiroir postérieur et là, le tiroir postérieur apparaît. Tac. On réduit. Ce n'est pas un tiroir antérieur qui est créé, c'est un tiroir postérieur qui se réduit. Le test de Godfrey que vous avez ici à gauche, à gauche, témoigne d'une chute en arrière du tibia lorsque le patient est en décubitus dorsale, puis se fléchit jambes parallèles à la table. Donc, plus le ligament croisé postérieur, le tibia s'affaisse vers l'arrière. Le test actif du quadriceps, c'est une translation antérieure du tibia quand le genou est à 90 degrés. Le tibia part en arrière, tiroir postérieur. En contractant le quadriceps, on le ramène à sa position initiale. C'est ce qu'on appelle le test actif du quadriceps. Les vidéos, le tiroir postérieur et l'avalement de la tubérosité. Ça, j'ai déjà montré, pardon. On va aller rechercher aussi une lésion du ligament croisé antérieur. Je détaille un peu moins. Je pense que c'est des signes que vous connaissez. Signes de Lachman en train de réflexion, test du pivot shift, tiroir antérieur ou le test de l'ellip dans le cadre de lésions aiguës. On peut aussi être amené à rechercher des lésions du plan interne, ligament collatéral médial et le point d'angle postéro-interne. Donc, le ligament se teste à 30 degrés de flexion par un stress en valgus et le point d'angle postéro-interne se teste en extension complète. Pour ceux qui le souhaitent, nous avons fait cette vidéo représentant les différents tests cliniques autour du genou. Vous m'envoyez un mail, je vous l'enverrai. C'était Grégoire Lemont qui nous avait fait le montage avec des signes, avec un testing normal et un testing pathologique de l'ensemble des structures ligamentaires. Et on a aussi le pendant pour les structures méniscales avec des exemples pathologiques de l'ensemble des tests, le dial test. Je vais passer un peu vite parce que sinon on va y passer la journée. Je refais le dial test ici. Vous voyez, à 90 degrés de flexion, point d'angle et ligament croisé postérieur. Vous allez avoir ici un exemple pathologique. Ce patient d'une trentaine d'années qui avait une lésion du point d'angle. Vous voyez, c'est le côté où il y a l'échymose, avec une rotation externe qui est augmentée par rapport au côté contralatéral. À 90 degrés de flexion, on devient spécifique du point d'angle et du ligament croisé postérieur. Le test de Houston, on prend par le gros orteil et on monte en tractant sur la luxe. Il est positif quand on a une rotation externe, quand on a un récupérateur avec cette rotation externe. Ici, une lésion du point d'angle et du ligament croisé postérieur. Le tiroir postérieur, on vient d'en parler, 90 degrés de flexion. On fait attention de réduire un avalement cilié, puis on fait le tiroir postérieur ensuite. Quand il est pathologique, c'est ici une lésion du ligament croisé postérieur. Je pense qu'il va y avoir un exemple pathologique juste après. Là, vous allez voir, le patient, il est spontanément en tiroir postérieur et on le réduit. Puis, on le reteste ensuite. Le testing du croisé, le pivot shift. Enfin, tout ça, je peux vous l'envoyer par mail à demande, ce n'est pas un problème. Parlons un peu maintenant du diagnostic paraclinique. Il y a 3 modalités d'examen, l'échographie, la radio et l'IRM. L'échographie et la radio, face profil, vont donner un diagnostic positif dans certains cas. L'IRM va donner le diagnostic positif, nous permettre un bilan préthérapeutique, un bilan des lésions associées, et ne pas oublier dans les cas chroniques, les radiographies en stress et les télémétries, pour juger du morphotype du membre, afin d'avoir un bilan des facteurs de risque d'échec de votre chirurgie. Le ligament collatéral latéral, il est très visible en échographie, c'est l'exemple que vous avez ici. Donc, le fémur est là, le péroné est ici,
vous avez la fossette du poplité qui est là, et le ligament, c'est la structure qu'on voit au-dessus, comme ça, qui se termine sur la face très latérale de la tête de la fibula. À l'IRM, le ligament collatéral latéral, c'est une structure en hyposignal qu'on ne voit pas sur. Il est rare qu'on arrive à le voir entièrement sur une seule coupe. Il faut plusieurs séquences dans le plan frontal pour arriver à le voir. Il part de l'épicondyle, il descend au regard de l'interligne et il se termine au niveau de la tête du péroné. En hyposignal, il n'y a aucune pathologie dans celui-là. Quelle va être la sémiologie des ruptures? Sur des radiographies standards, on va rechercher les tuméfactions des parties molles, on va avoir des ablutions osseuses, je vous en montre un exemple juste après. Et en chronique, on peut arriver à avoir des laxités sur les clichés dynamiques. Là aussi, vous allez avoir un exemple. Vous avez par exemple une avulsion de la tête du péroné sur cette radiographie ici, en portant le ligament collatéral latéral, le biceps fémoral probablement qui est inséré dessus, ainsi que le ligament popliteo-fibulaire. Les radiographies en stress, qui ne doivent être réalisées que dans les cas chroniques, on estime qu'ils sont positifs quand on a un bâillement supérieur à 2,7 mm. C'est des régressions statistiques qui ont donné ça. Et si on a un bâillement qui est supérieur à 4 mm en extension complète, on a une atteinte grade 3 du point d'angle et du ligament collatéral latéral. Pour ce qui est de la sémiologie IRM des ruptures, ça c'est des choses que vous connaissez aussi, un hypersignal dans l'anthèse pour demander un grade 1, c'est-à-dire que le ligament n'est pas rompu, il y a un hypersignal dans son corps. Un grade 3 avec une lésion complète de celui-ci, perte de continuité, il ne va plus jusqu'à la tête du péroné. Le grade 2, c'est ce qui se passe entre les deux. Pour ce qui est du point d'angle postérolatéral, vous voyez, cette radio, on peut vite se dire qu'elle est tout à fait normale, et quand on zoome un peu sur la tête du péroné, on a un arrachement osseux de la tête du péroné correspondant à l'insertion du ligament popliteo-fibulaire ici, témoignant d'un traumatisme en rotation. Ça, il faut bien le voir, parce que si on le voit de suite, ça peut être une lésion isolée, il faut l'opérer d'emblée, et ça peut être une lésion avec une lésion du croisé ou une lésion multiligamentaire, il faut réinsérer cette zone rapidement. C'est vraiment ça crée une instabilité rotatoire si elles ne sont pas prises en charge, et c'est problématique pour la survie de votre greffe et pour la fonction du genou. Voici un exemple IRM d'une lésion du point d'angle postérolatéral où on voit clairement le poplité et le ligament latéral externe qui sont désinsérés à leur partie distale et rétractés avec la partie proximale qui est encore continue. En chronique, on va faire une télémétrie des membres inférieurs pour rechercher un varus qui sera défavorable dans le but d'une stabilisation. J'y reviendrai après. Qu'en est-il des classifications? Il y a deux classifications qui sont importantes à connaître. La première, c'est la classification de Hamao, la classification de Houston, en 3 grades. Celle-là, elle vous donne la sévérité de l'atteinte. Elle va vous dire, OK, ceux-là, il faut aller les opérer. Oui, non. Grade 1, 0 à 5 mm de jeu. Grade 2, 6 à 10 mm avec un arrêt dur. Grade 3, plus de 10 mm. En général, quand on a un grade 3, on a, dans la plus grande majorité des cas, une lésion d'un ou des deux ligaments croisés associés. Donc, celle-là, la classification de Houston, elle va nous donner la sévérité de l'atteinte et nous dire il faut intervenir. La deuxième classification, elle donne la typologie, la localisation, c'est l'échelle de Fanelli, qui est en 3 types. Le type 1, c'est une lésion rotatoire. Soit le tendon poplité, soit le popliteo-fibulaire sont touchés, et donc il va y avoir une instabilité, surtout en rotation. Donc vous allez le voir par le dial test, vous allez le voir surtout par le tiroir postérolatéral, et vous allez avoir probablement une lésion, une stabilité en varus qui est satisfaisante. Le type 2, c'est quand on associe à cela un bâillement en varus. C'est-à-dire qu'on a encore franchi une étape dans la gravité, et donc on a une instabilité et frontale et rotatoire. Et le type 3, c'est la terminaison du traumatisme, c'est l'exemple que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, lésion du plan externe et un ou des deux croisés. Quelles sont les modalités thérapeutiques et comment on doit prendre en charge ce type de lésion? D'abord, les traitements conservateurs. En premier lieu, une immobilisation en extension, 1 à 2 semaines, puis une attelle articulée pour un total de 6 à 8 semaines. Ça, c'est dans les lésions de bas grade, pour que tout rentre à sa place. C'est notamment important pour les lésions rotatoires. L'extension, c'est la position où la rotation est fixe dans le genou. Donc, si vous immobilisez vos patients en extension, vous allez pouvoir favoriser une suture ou une réparation des structures dans le bon cadre rotationnel. On va s'associer dès le début de la kinésithérapie avec des recherches d'amplitude articulaire, renforcement musculaire de la deuxième semaine. Pour les lésions de bas grade, on peut dire aux patients retour au sport, 8 semaines au mieux, dans le meilleur des cas. Pour ce qui est de la chirurgie, il y a plusieurs possibilités. Ou on réinsère, ou on remplace, ou on renforce. Et en chronique, il faut savoir arriver à corriger le morphotype et surtout prendre compte de ce problème de morphotype avant de se lancer dans une reconstruction, parce que là aussi, c'est un fort facteur d'échec.
Je vous conseille, dans les cas d'atteinte multiligamentaire, de faire votre voie d'abord externe au moins cutanée, d'abord, avant d'aller faire l'arthroscopie pour le pivot central, si vous décidez de faire l'arthroscopie pour le pivot central. Faites dans cet ordre-là, parce qu'une fois que le genou est très gonflé, pour une peu que vous ayez dû faire les deux croisés en même temps, ça prend un certain temps, donc il faut du temps pour que le genou gonfle et c'est difficile de voir ses repères. La voie d'abord, elle est latérale. Les repères cutanés, c'est le tubercule de Gerdy, l'épicondyle latéral et la tête du péroné. Vous passez en arc entre ces structures. Vous remontez aussi au kyphon proximal pour que vous soyez bien. C'est assez souvent pour nous dans la région des rugbymen qui ont souffert de lésions, donc des grosses cuisses. N'ayez pas peur de remonter le plus haut possible. Première étape, allez rechercher le nerf fibulaire. Pour aller le trouver, il faut aller à la partie proximale. Montez le plus haut possible, mettez-vous dans la gaine du biceps et c'est là que vous le trouverez. Ça sera beaucoup plus facile de le trouver ici que de le trouver dans la zone qui a souffert, c'est-à-dire en regard de la tête du péroné, où là c'est vraiment difficile d'aller disséquer les différentes structures. Vous le repérez en haut et vous descendez pour le neuraliser vers le bas. Ensuite, il va falloir faire deux abords, un seul abord cutané, mais deux fenêtres afin de pouvoir repérer les différentes structures et les remplacer ou les réinsérer. La première fenêtre va se situer au milieu du fascia lata et va permettre d'accéder à l'épicondyle, au ligament, à l'insertion fémorale du ligament collatéral latéral et du tendon poplité. Et la deuxième fenêtre, elle est entre le fascia lata et le biceps fémoral et va permettre de rechercher la tête de la fibula et la partie postérieure du plateau tibial. Donc, vous voyez, par la fenêtre numéro 1 ici, qui est à l'intérieur du fascia lata, on va aller repérer le ligament collatéral latéral, qui est ici, on a passé un lac autour. Et donc, une fois que vous avez repéré cette structure-là, ou au moins l'épicondyle, vous allez avoir l'origine fémorale pour le tendon poplité en avant de l'épicondyle, ici sur le genou à 90 degrés, en arrière pour le ligament latéral externe. On complète ensuite par la voie postérieure qui permet d'accéder à la partie postérieure du plateau tibial quand on veut faire une reconstruction du tendon poplité, et la tête du péroné ici quand on veut faire une plastie à l'intérieur de la tête du péroné avec un tunnel à l'intérieur. Donc la fenêtre 1, on va avoir les insertions fémorales, proximales. La fenêtre numéro 2, on va faire la partie distale du tendon poplité ou alors une voie d'abord à l'intérieur de la tête du péroné. Réinsérer, peu de choses à vous dire, c'est des sutures directes ou des encres ou des vis ou tous les moyens d'ostéosynthèse que vous avez quand vous avez une avulsion osseuse. Ça répond à une problématique en aigu. On réinsère ce qui peut être réinséré. Si vous avez un doute, il faut remplacer, c'est-à-dire qu'il faut au moins rajouter une greffe pour suppléer votre suture. Ça n'a de sens de réparer que s'il n'y a pas de perte de substance. Si vous avez une perte de substance, il faut remplacer. Et encore une fois, si vous avez un doute, il faut remplacer. Dans les plasties ligamentaires, il y a deux types, les plasties anatomiques et les plasties non anatomiques. En bas à gauche, vous avez le schéma de Laprade pour la reconstruction du point d'angle ainsi que du ligament qui répare toutes les structures. Vous voyez, le ligament collatéral latéral, le tendon du poplité et le ligament poplitéo-fibulaire ici. À droite, ce sont des techniques qui sont peut-être un peu plus anciennes, non anatomiques. Là, c'est une plastie de Müller qui a dévié le biceps fémoral pour remplacer le collatéral latéral. On entend de moins en moins parler, on lit de moins en moins dans les articles ce type de prise en charge. On s'oriente de plus en plus vers des plasties anatomiques. Là aussi, il faut bien garder à l'esprit de diviser le problème en varus valgus et en problème rotatoire. Pour les laxités en varus, je vous conseille la technique de Larsson, qui est à mon avis la plus simple. Vous utilisez ou le semi-tendineux ou le gracile, au moins au controlatéral, ou des allogreffes, un tunnel transosseux à l'intérieur de la tête du péroné, une vis d'interférence en arrière de l'épicondyle latéral et vous allez remplacer le collatéral latéral. Ça n'a de sens que dans le cadre de plastie de lésions entraînant une instabilité juste en varus sans instabilité rotatoire, ce qui est quand même très peu fréquent. Ça se fixe à 30 degrés de flexion en réduisant le varus le plus possible et en tendant la greffe le plus possible. Ce sont des plastiques qui ont tendance à se détendre. Quand on veut faire une plastie pour une laxité rotationnelle, il est assez compliqué d'aller remplacer en même temps le poplité et le poplitéo-fibulaire. Donc, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui remplacent que le poplité, donc c'est plutôt ce que j'utilise moi, les popliteus bypass, c'est-à-dire qu'on va faire un tunnel transosseux dans le plateau tibial, sa partie latérale, et on va faire un tunnel borgne au niveau du fémur. On le fixe en extension complète. En général, j'utilise le gracile quand on fait une plastie ligamentaire autre intra-articulaire. Ça peut se faire sous arthroscopie, toute la partie d'aller repérer le tunnel ici avec des viseurs spécifiques et de faire cette partie-là à ciel ouvert. Je le dis, je le répéterai plusieurs fois dans le topo, ça se fixe en extension complète. Les problèmes rotatoires se fixent en extension complète. Là aussi, ce sont des choses assez peu fréquentes d'avoir une laxité rotationnelle isolée.
Par contre, ce qui va être fréquent, c'est des laxités en varus valgus et rotationnelles, des lésions complètes tout le point long. Plusieurs plasties ont été proposées, la plastie d'Arciero, qui permet de remplacer le collatéral latéral, c'est le trait que vous avez ici, et le popliteau-fibulaire, avec un tunnel à l'intérieur de la tête du péroné. Et la partie postérieure va remplacer tout le complexe rotatoire et se terminer en avant de l'épicondyle latéral. Et pour le collatéral latéral, le tunnel est en avant de la tête du péroné et vient se terminer en arrière de l'épicondyle latéral. La Prade a proposé sa technique à base d'allogreffe. Une technique française, la technique dite versaillaise, permet de reprendre l'ensemble de ces structures avec un tunnel, un popliteal bypass, un tunnel ici continu qui permet de faire passer la greffe à l'intérieur avec une agarre pour le solliciter et remplacer le popliteau-fibulaire et le ligament collatéral latéral. Ce sont des techniques assez exigeantes, il ne faut pas se lancer ça tout seul au début quand on n'a jamais fait, et surtout combiner ça avec des lésions multiligamentaires, ça peut être assez compliqué. Renforcer, ça veut dire quoi? Renforcer, ça veut dire combiner les deux. C'est-à-dire quand vous avez un doute sur la suture que vous venez de faire, vous rajoutez une greffe pour le stabiliser. On commence toujours par le pivot central en premier, c'est ce qu'on va fixer en premier, notamment le collatéral, le croisé postérieur. Et ensuite, on va fixer le plan externe. On fixe les stabilisateurs du varus à 30 degrés de flexion en réduisant le varus. Et on fixe les stabilisateurs rotatoires en extension complète. Et en extension complète, vous voyez qu'à aucun moment, je vous ai précisé le degré de rotation. En extension complète, quand vous faites de la rotation dans le pied, c'est la hanche qui tourne. En extension complète, le genou il est verrouillé, donc vous ne faites pas d'erreur pour la rotation. Sélection des greffes. Si vous avez la possibilité d'avoir accès à des allogreffes, sont clairement un avantage dans ce genre de situation, parce qu'il n'y a pas de morbidité aussi d'honneur. On peut avoir la longueur de greffe qu'on veut, on diminue le temps de garrot, et on trouve d'excellents résultats pour ces plasties postérolatérales avec des allogreffes. L'inconvénient, c'est la disponibilité et le risque de transmission virale. L'ostéotomie est à réserver en cas de lésion chronique. Elle est indiquée en cas de genou varome et elle peut être associée ou non à une greffe. Ça peut se faire un ou en deux temps et ça va protéger votre greffe en diminuant les contraintes en externe. Je reviens sur l'exemple qu'on a vu tout à l'heure de cette jeune fille. Vous voyez qu'elle avait une lésion postérolatérale isolée, qui a un morphotype en très léger genou varome de 5 degrés, qui sur les radiodynamiques ouvrait en externe. On a fait dans le même temps opératoire une ostéotomie d'ouverture médiale pour corriger le varome et une plastie postérolatérale. Et voilà le résultat à droite à 3 mois post-opératoire, où le ressaut externe et la décoaptation externe ont disparu. Quelles sont maintenant les indications de telle ou telle thérapeutique? Je suis assez en accord avec cet diagramme qui a été proposé par une équipe de Corée sur la prise en charge de ce type de lésion. Première chose, ça va être le stratifier selon le grade de Houston. Ensuite, on va s'adapter au type de lésion selon Fanelli pour pouvoir avoir une prise en charge complète. Grade 1 ou grade 2, des lésions qui sont isolées d'une seule structure chez des gens qui n'ont pas une grosse demande fonctionnelle, on se lancera dans un traitement non chirurgical, attelle en extension, attelle articulée, rééducation. Si par contre, on a un grade 2 chez quelqu'un avec une haute demande fonctionnelle, et c'est souvent des choses qu'on observe dans les arcuettes lésions que je vous ai montré tout à l'heure, les arrachements osseux isolés de la tête du péroné. Si bien sûr, on a aussi une lésion de grade 3, des lésions combinées multiligamentaires, dans un contexte aigu, on va avoir une idée de faire une réparation en première intention. Là aussi, je le répète, ne réinsérez que ce qui est réinsérable. Si vous avez le moindre doute, on fait une plastie, on renforce. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une lésion fémorale, une ablution osseuse, vous allez avoir une réparation directe osseuse avec une encre, ça ira très bien. Pareil pour le péroné, pareil pour le tibia. Par contre, dans les cas de lésions moyennes, du corps du ligament, je pense qu'il faut savoir y associer ou une allogreffe ou une autogreffe si on a disponible, ou alors, pourquoi pas, ces structures synthétiques type internal brace qui permettent de créer un pont entre deux structures et d'aider à la cicatrisation. Si maintenant vous avez un grade 3 chronique et qu'il n'y a pas de problème d'alignement, il faut d'abord savoir de quel côté, si c'est un problème rotationnel, si c'est un problème valgus-varus ou si c'est un problème des deux. Si c'est un problème rotationnel, je vous engage fortement à faire ce type de plastie, du tendon poplité ou du ligament poplitéo-fibulaire. Si vous avez un problème que en varus,
sans problème rotatoire, la plastie de Larson est celle qui apporte les meilleurs résultats. Si vous avez un problème combiné, rotatoire et varus, il faut faire une plastie prenant en charge les deux, soit la plastie d'Arciero, soit la plastie de Versailles, que je vous ai remis ici. Et par contre, s'il y a un problème de mauvais alignement, je vous encourage fortement à faire une ostéotomie pour avoir un aspect protecteur sur votre greffe. Qu'en est-il des lésions neurologiques? Si la lésion est préexistante à votre chirurgie, il faut neurolyser le nerf sur toute la longueur de l'incision. En post-opératoire, on va avoir du kiné, travail avec des releveurs, des contrôles réguliers d'EMG. Et s'il n'y a aucune récupération, on peut avoir des chirurgies d'arthrodèse ou de transfert tendineux. Je pense que David Anselin vous en parlerez mieux que moi. La rééducation, c'est une attelle articulée 6 semaines, pas d'appui 6 semaines, mais on fait bouger les gens immédiatement après ce type de chirurgie. Et le sport, dans le meilleur des cas, c'est 6 à 9 mois. Alors, qu'en est-il des résultats de ce type de chirurgie? J'attire votre attention sur le fait d'avoir des conclusions hâtives. Il y a beaucoup de biais d'analyse dans ces études. Il y a peu d'études avec des petits groupes avec des méthodologies qui sont parfois un peu douteuses. Je pense qu'il est difficile de comparer les techniques là-dessus. Il faut prendre du recul et il faut réfléchir à la situation qu'on est en train d'affronter et à garder un peu de bon sens. Plutôt que de faire un tour exhaustif avec des scores cliniques, j'essaie de répondre à plusieurs questions. Faut-il faire un traitement chirurgical ou orthopédique? Réparation, reconstruction, aiguë ou chronique, un temps ou par étape, arthroscopie ou arthrotomie. Le débat chirurgical versus orthopédique, il a été tranché par cette méta-analyse. C'était des lésions multiligamentaires. 850 patients en traitement chirurgical, 61 patients en traitement orthopédique. Les critères de jugement, c'était la fonction et l'examen clinique. Aucun doute sur la supériorité du traitement chirurgical pour reprendre un genou de la vie de tous les jours dans ces études et même pour les activités sportives. Là où ça devient plus problématique, et c'est des discussions qu'on a beaucoup avec d'autres centres ou dans d'autres pays, réinsérer ou reconstruire. Là, vous avez cette revue de la littérature qui préconise plutôt une reconstruction plutôt qu'une réparation. Le problème, c'est que ces groupes ils sont assez peu comparables, qu'on ne tient pas compte dans cette étude du délai, on ne tient pas compte du morphotype, on ne tient pas compte de l'attitude qui est de dire si on a un doute, on renforce, on remplace. Manque un peu de bon sens dans la prise de décision. Il est évident qu'une suture de ligament qui a eu une perte de substance ne fonctionnera pas, alors qu'une fixation d'un arrachement osseux aura de meilleures chances de récupérer et de guérir. Là aussi, j'en appelle au bon sens pour bien contrôler cela et le garder en tête. Aigu ou chronique, la définition de l'aigu, elle est variable. En général, on dit qu'on devient chronique à partir de 21 jours. Il y a un consensus plutôt à dire que la chirurgie en aigu pour reconstruction du point d'angle ainsi que des croisés apporte un bénéfice pour le patient, notamment en termes de réintervention et de raideur. Si on a une prise en charge aiguë, on a des résultats équivalents en termes de stabilité, un déficit plus important de mobilité qu'une chirurgie qui va être différée, mais on a moins de problèmes, on a moins de chirurgies fréquentes. Et surtout, ce qui est important, c'est la mobilisation précoce. La mobilisation précoce permet de s'affranchir d'un certain nombre de complications post-opératoires qui peuvent être embêtantes dans ces chirurgies lourdes. Il y a plus de raideur si on attend 3 semaines, et bien sûr, plus il y a de ligaments qui sont touchés et remplacés, plus il y a de raideur. En un temps ou par étape, là aussi, c'est des discussions qui sont plutôt dans d'autres pays qu'en France, où on a plutôt tendance à tout faire en même temps. Certaines séries rapportent une diminution des raideurs s'il y a une chirurgie par étape. Ça va beaucoup dépendre du type de lésion, de l'atteinte des ligaments collatéraux. Et là aussi, attention au biais. Quand vous regardez ces études, les études, c'est les temps opératoires de certains de nos confrères. C'est sûr, quand on vient de passer 4 heures à faire un bicroisé, c'est pas le moment d'aller se lancer dans un plan externe, il vaut mieux le faire en 2 fois. Si on arrive à garder des délais raisonnables, c'est pas une ineptie que de le faire tout en un temps. Arthroscopie ou arthrotomie, aucune étude prospective randomisée, aucune étude de bon niveau pour savoir ce qu'il faut faire. Indication absolue d'arthrotomie, c'est luxation ouverte ou si fracture luxation, ça c'est évident. Attention, dans le cadre des chirurgies capsulaires, la réparation par arthroscopie, il peut y avoir une diffusion de liquide. Les avulsions osseuses sont plutôt traitées par arthrotomie. Et moi qui fais beaucoup d'arthroscopie, pour ceux qui sont dans le service, ils peuvent bien s'en rendre compte. Et il faut bien garder à l'esprit que dans ce genre de pathologie, l'arthrotomie, ce n'est pas une honte et que parfois, il vaut mieux faire une chirurgie multiligamentaire avec 2 belles incisions et que ça prenne moins de temps que faire une arthroscopie où ça ne se passe pas bien et ça dure très très longtemps. Donc, et ce n'est basé que sur le peu de littérature que j'ai lu et le niveau de preuve que vous avez vu qui est assez faible.
Délai, si tu peux le faire vite, il faut le faire vite. Ça, c'est clair, c'est plus facile à repérer les structures. La grosse erreur, ensuite, si on ne veut pas le faire immédiatement, c'est de le faire dans le délai de un mois et demi. Il vaut mieux attendre un peu plus longtemps, qu'il n'y ait plus de fibrose, que c'est diminué, parce que là, à ce délai-là, on a du mal à récupérer les structures, ça devient très difficile. Si on a un doute sur la réparation, on remplace. On prélève un tendon, on remplace. Si on peut avoir accès aux allogreffes, on met des allogreffes, un ligament synthétique, on met un ligament synthétique. On fait ça pour pouvoir faire bouger tout de suite. Il faut faire vite et bien. L'important, c'est d'être efficace. Donc, parfois, s'il faut s'y mettre à deux équipes, on s'y met à deux équipes. Si on peut avoir des allogreffes, on utilise des allogreffes. L'arthrotomie, ce n'est pas une honte, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Le résultat, il est satisfaisant dans la plupart des cas. Alors, j'attire votre attention là aussi sur le résultat, sur la classification de cette revue de la littérature qui demande aux chirurgiens si, d'une manière objective, ils trouvent que c'était un succès ou un échec. Donc, bien sûr, il y a beaucoup plus de succès que d'échecs. Je pense que le message, c'est de dire que vous pouvez garantir au moins assurer un genou pour la vie de tous les jours, mais que pour le sport, il ne faut pas s'emballer trop quand on va sur la consultation. C'est une chirurgie qui est exigeante, il faut garder de l'humilité. C'est difficile. Parfois, on a l'impression qu'on sort du bloc en pensant qu'on a fait quelque chose de très très bien et en post-opératoire, on est assez déçu. Donc, ces lésions du plan latéral, le ligament collatéral latéral va donner un bâillement en varus à 30 degrés de flexion. Si en extension, il y a un problème, vous avez une lésion aussi du point d'angle postérieur-latéral qui se compose du tendon poplité, du ligament popliteo-fibulaire. Ne pas oublier l'évaluation du nerf fibulaire commun. Un grade 1 va nécessiter un traitement chirurgical, un grade 1 va nécessiter un traitement non chirurgical, un grade 3 un traitement chirurgical. Essayez le plus possible de les traiter au stade aigu. J'ai mis très peu de littérature. L'équipe de Robert Laprade avec Georges Chalat, je vous conseille vivement de le lire, ce papier, ainsi que l'équipe de Corée, qui est une des équipes de Corée qui a une grosse expérience dans le sujet. Voilà, je vous remercie. Je quitte. Ça y est, c'est bon. Attends, je reviens à moi. Bonjour alors à tous, merci d'être venus, assez nombreux, oui, un bon chiffre. Alors je te félicite parce que ta publication, elle était intelligente, sage, très compréhensible parce que tu as parlé moins vite que d'habitude, mais malgré tout c'est compliqué. C'est-à-dire que je pense qu'il faut revoir cette présentation plusieurs fois pour bien la comprendre. Et c'est pourquoi un film a été fait et je vous enverrai le lien pour accéder à ce film que vous pourrez voir en streaming ou en téléchargeant. Et c'est pour ça aussi que tu vas m'envoyer le film du test du genou complet qui me dit est plus long, mais que je peux mettre en ligne en même temps. Et comme ça, il y aura les deux films. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de questions, j'en ai quand même une pour lancer le débat. À l'époque de Bousquet, on appelait ça une hypermobilité externe. Est-ce que ce terme s'emploie toujours ou il est obsolète? Et ma question est, chez quelqu'un qui est un ancien sportif, qui est plus âgé, qui a une demande qui est moyenne, mais qui est gêné par cette instabilité du genou et qui a un morphotype en varus, est-ce que l'ostéotomie suffirait sans faire une chirurgie ligamentaire? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Effectivement, j'aurais peut-être dû détailler un peu plus. Je pense que dans le cas de lésions chroniques en varus chez des gens qui ont une moins grande demande fonctionnelle, l'ostéotomie, notamment si en plus on arrive à corriger la pente durant l'ostéotomie, va permettre une grande stabilisation du genou. Je n'y associe une plastie ligamentaire qu'en cas de demande fonctionnelle importante ou sinon qu'une lésion majeure du plan externe. Pour ce qui est du premier point, l'hypermobilité externe. Alors, l'hypermobilité externe, c'est un terme qu'on rencontre plus trop et on en parle beaucoup au niveau du ménisque maintenant pour classifier le fait que le ménisque bouge à l'arthroscopie. Ce qui est assez compliqué dans cette pathologie, quand on commence à avoir de la littérature, c'est qu'on a une bibliographie et une façon de le prendre en charge et d'énumérer les lésions très francophone qu'on ne retrouve pas dans les autres pays. Les notions de point d'angle, certains tests qu'on fait, c'est des choses qui ne sont pas du tout retrouvées dans d'autres endroits. Donc, quand on aura la littérature au début, on est un peu surpris des termes qu'on emploie, des classifications qui sont utilisées. Et tu as l'impression que nos collègues étrangers sont plus évolués que nous sur le sujet ou c'est nous qui sommes trop en avance? Parce que Bousquet était un des pionniers pour décrire ces lésions. Je trouve que c'est plus simple. Je trouve que c'est plus simple de faire un catalogue de structures comme j'ai fait stabilisateur primaire, stabilisateur secondaire, plutôt que de donner
un terme de point d'angle postérolatéral qui, à mon avis, englobe un peu tout sans qu'on sache vraiment à quoi ça correspond. Surtout que ça n'a pas vraiment d'application thérapeutique. Ce n'est pas vraiment ça qu'on remplace. On remplace des structures ligamentaires. Alors, tu as eu de nombreux participants, mais je ne vois pas beaucoup de questions. Il n'y en a pas du tout d'écrites. Je vous rappelle que vous pouviez le faire pendant. Ah, une petite question qui arrive. Lucena, je te donne la parole. Merci. Bonjour Étienne, merci pour tout ça. Je voulais savoir… La caméra aussi, hein. Ce sera plus sympa. La caméra, vous voulez me voir, c'est ça? Oui, oui, voilà, c'est mieux. Je suis à la maison, hein, tranquille. Ouais, moi aussi. Quels sont tes arguments donc, quand tu vas avoir un bicroisé, un plan externe, pour savoir si tu fais les deux croisés et le plan externe ou si tu fais simplement croisé postérieur, plan externe et tu te laisses un petit peu de temps pour réévaluer le croisé antérieur? Qu'est-ce qui va te dire tu te lances, tu fais tout en fait? Moi, d'emblée, je pars pour tout faire. Ok. Il m'arriverait dans certains cas de ne pas faire le croisé antérieur pour des gens qui auraient une très faible demande fonctionnelle ou des cas très exceptionnels, mais je sais qu'il y a des symposiums de la Softcode qui disent qu'il faut faire que le croisé postérieur, le plan externe et le croisé antérieur dans un second temps. Quand on voit tout dépend de l'approche aussi. Tu vois, moi, j'ai tendance à faire des arthrotomies. Donc, une fois que tu as ouvert le genou en grand, tu fais tout, quoi. Il ne faut pas que la technique soit un facteur limitant. Je pense qu'il y avait tout qui était fonctionnel, il y a tout qui est cassé, il faut refaire. Mais là encore, ce n'est que mon point de vue. Et tu connais l'amour que j'ai pour avoir une prise en charge efficace au bloc. C'est-à-dire qu'on n'est pas là il faut que ce soit efficace. Ouais. Donc on fait des arthrotomies et on remplace ce qui doit être remplacé. Ok. D'autres questions? Timothée? Oui, on a une question. C'est savoir si l'expansion du suivi membraneux, le ligament poplité oblique, il a un rôle biomécanique dans ce point d'angle ou pas? Je pense qu'en interne, tu veux dire? Oui, celui qui va de 1. En fait, il me semble qu'il a un trajet semblable au tendon poplité. Je voulais savoir s'il avait un rôle ou pas. Je ne comprends pas de quelle structure tu parles. Le ligament poplité oblique, l'expansion du semi-membraneux. Oui, c'est en interne. Oui. Dans le point d'angle interne. Pardon? Je ne sais pas si on voit là, au schéma, ce ligament-là. Ici. Il est en interne? Il est en interne et il va à la face postérieure du condyle latéral. Là. Il a l'air d'avoir un trajet… Alors ça, non, ça c'est la branche… Ça, c'est la branche articulaire du semi-membraneux qui, d'après les études biomécaniques et histologiques, a surtout un rôle de capteur, plus qu'un rôle mécanique à proprement parler. Ok. Ouais. Renvoi d'informations. Timothée, tu ne te confines pas seul. Très bien, mais enfin, tu as tous les sexes. Une autre question? Vous avez compris comment on fait pour poser une question? Il suffit d'ouvrir le son. Vous cliquez sur le petit micro et vous pouvez prendre la parole. Une question. Ah, vous m'entendez? Oui, Chahine, je suis content que tu sois venu. Comment vas-tu? Ça va? Bien, tu as mis ta caméra, ça serait bien de te voir. On va te mettre la caméra. Il fait nuit, tu es à Beyrouth? Oui, je suis à la montagne, à Saraya. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation très didactique, un peu compliquée comme l'a bien dit Philippe. Deux questions. Quelle est la place du morphotype dans les lésions aiguës? Est-ce qu'il faut se soucier du morphotype si on a un morphotype en varus dans les lésions aiguës, dans l'idée de ne pas trop contraindre la réparation, ou il faut l'oublier? Alors, j'ai pas trouvé grand-chose quand je me suis posé la question de la littérature. Moi, je ne fais pas d'ostéotomie dans les cas aigus. Je ne fais jamais d'ostéotomie dans les cas aigus. Non pas que je n'ai pas envie de protéger ma greffe, mais de la plupart du temps, ces lésions-là, elles sont aussi avec des bicroisés. Et là, faire les deux croisés, une ostéotomie et le plan externe, c'est compliqué chirurgicalement et notamment en termes de stock osseux au niveau du tibia. J'aurais tendance à ne pas le faire, même chez des gens qui ont un varus très important.
mais ce n'est que mon sentiment et je n'ai pas de preuves particulières pour étayer mon propos. D'autres questions? Ok, merci. Oui, une deuxième question. Quand Allez. on a un croisé antérieur avec le point d'angle externe et qu'on décide de tout réparer, qu'est-ce qu'on tend en premier? Croisé antérieur. Alors moi, je fais une plastie continue quand c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on fait une plastie out-in au niveau du fémur. Donc je laisse pédiculer Condyle aussi externe. ça. Je monte la greffe. Je laisse pédiculer au fémur. Je la passe dans la tête du péroné. Et je viens faire un tunnel borne au niveau du hiatus poplité. Je fixe, comme tout est continu, en fait, j'ai moins d'importance pour le séquençage de la fixation, mais je fixe en même temps mon croisé et ma greffe à 30 degrés de flexion. Pardon, mon croisé et le plan externe à 30 degrés de flexion. Ok, merci. D'autres questions? Allez-y, courage. Sinon, nous allons nous arrêter parce que moi non plus, j'en ai pas d'autres à poser sur ce sujet très technique. Tu as des éléments à rajouter, Étienne? Ah, Non. il y a des questions par écrit qui arrivent. Boris, est-ce que tu vois le chat? Est-ce que tu l'as ouvert? Tu m'es conversé. Bonjour à tous. Y a-t-il une place pour la reconstruction du LAL dans les lésions du point d'angle postéro-externe? Non, je ne pense pas, parce que ça devient trop compliqué en termes de greffe. On n'a déjà pas assez de greffe pour faire le croisé et le point d'angle, et ce n'est pas le même problème. D'un côté, tu as un problème qui est antérolatéral, et de l'autre côté, tu as un problème qui est postérolatéral. Et je pense même qu'il faut faire attention, parce que certaines instabilités rotatoires qu'on pourrait prendre pour une instabilité antérolatérale sont une instabilité postérolatérale. Et donc, si tu viens faire une greffe qui limite la rotation externe avec un retour externe, tu dois majorer les problèmes postérolatéraux. C'est vraiment très important d'arriver à bien différencier les deux quand vous avez un doute sur les deux. Boris, ça te va comme réponse? Tu peux répondre? Il a dit merci. Bon, il est timide. Plus personne ne veut parler. Donc, Julien, Oui, Julien Berrouet de Tours. mets ta caméra, c'est plus Non, je sympa. ne mets pas ma caméra parce que Étienne va se moquer de moi, je ne suis pas rasé. Donc, Je crois que tu n'es pas le seul. je vais le montrer. Tu as des cheveux longs. Mais salut Étienne, merci Salut. pour ta présentation, félicitations. Merci. Je viens te poser une question, s'il te plaît. Ton degré de correction pour l'ostéotomie, quand tu l'as fait, tu te mets à combien? Enfin, tu te règles à combien? Entre 0 et 3, entre 3 et 6? Entre 0 et 3, pas d'hypercorrection. Ce n'est pas un problème d'arthrose ou d'hypercontrainte, c'est juste un problème d'éviter une hypersollicitation de la greffe. Là aussi, ce n'est que mon point de vue et il y a très peu de littérature sur le sujet. Ok. Et le fait d'avoir un varus, justement, je reviens à la question du collègue précédent là, du Liban, qui disait qu'un varus en aigu, pour toi, ce n'est pas une indication de faire une ostéotomie avec la ligamentoplastie, enfin avec les réparations ou les substitutions ligamentaires. Mais est-ce que ce n'est pas une indication de ne pas faire justement de réparation ligamentaire et de se mettre en chronique et d'attendre 3 à 6 mois pour faire une OTV isolée? Je pense que là, il faudrait discuter du dossier et voir la demande fonctionnelle. Mais je pense que moi, si c'est le cas d'un accident sportif, un jeune qui fait du sport, une jeune qui fait ça en aigu, pour lequel le genou allait très bien, moi, je lui fais une suture, enfin, je fais une plastie, un geste ligamentaire sans geste osseux. L'ostéotomie, je la garde vraiment que pour les cas chroniques. Et dernière question, tu arrives à être discriminant dans ton testing et dans ton analyse d'imagerie pour savoir que tu as un ligament fibulopoplité isolé ou un ligament collatéral latéral isolé, et donc plutôt t'orienter sur un contrôle de la stabilité rotatoire, un contrôle de la stabilité en varus, donc plutôt de faire un Larson ou plutôt de faire un popliteus bypass ou plutôt de faire un Arciro ou une Versaillaise. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, très moi, bien. mon expérience, en fait, je n'arrive pas à être discriminant, et quand je pars pour faire une réparation du point d'angle, j'ai tendance à tout faire, entre guillemets. Enfin, je fais une technique qui essaie de combiner la réparation
du point d'angle en entier, donc fibulo-poplité En fait, et l'élu. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que quand tu as une laxité en varus, en général, tout est touché. Le seul truc qui est isolé, c'est le problème rotatoire. C'est l'exemple de la jeune fille que j'ai montré, que j'ai fait l'ostéotomie et la plastie ligamentaire. Ça, c'est des choses, c'est pas très fréquent, mais c'est des choses que tu vois, c'est-à-dire des gens qui ont ce ressaut à la marche en fin d'extension ou qui ont vraiment une décoaptation externe tout au bout de l'extension. Elle, je n'ai pas montré les images, mais l'IRM, il est normal. L'IRM, tu vois le ligament collatéral latéral qui va de la tête du péroné jusqu'à l'épicondyle. Il n'y a aucune lésion particulière. Elle a vraiment un traumatisme qui est simplement rotatoire. Et donc là, ce qui marche le mieux, là où je suis le plus à l'aise pour me rendre compte, c'est le tiroir postérolatéral. Pour moi, c'est ça qui est le plus facile à mettre en évidence une lésion de rotatoire. Donc, pour répondre à ta question, en fait, le problème, c'est pas… quand tu as un gros genou aigu, en général, tu as tout. Et c'est… la plupart du temps, tu fais une versaillaise ou une plastie de la Prade. Par contre, il ne faut pas perdre de vue ces plasties rotatoires ces lésions rotatoires qui sont souvent mal diagnostiquées avec des gens qui ont des greffes de croisés qui cassent très vite et des gens qui te décrivent vraiment en fin d'extension une douleur externe et un genou qui n'est pas instable qu'en antéro-postérieur. Et c'est dans ces cas-là qu'il faut aller chercher une lésion, rotatoire et du point d'angle. Et là, après, savoir si c'est le tendon poplité ou le ligament poplité-fibulaire, là, c'est difficile. Il y a certains chirurgiens qui disent qu'on peut arriver à les voir par arthroscopie en passant par la poplité. Moi, je n'ai jamais vu. Ok. Bon, ben, merci beaucoup. À bientôt. Tu connais la date du CNU? Oui, à bientôt. Ciao. Chahine, tu voulais reprendre Oui, la parole? je peux poser encore une question? Oh, tout ce que tu veux. On n'est pas limité, c'est l'intérêt de ce genre de réunion. Dans ces doubles varus chroniques, quand on fait l'ostéotomie de valgisation, je comprends bien qu'on diminue cette laxité externe. Mais pourquoi on diminue, comment se fait-ce qu'on diminue l'hypermobilité, l'hyperrotation? L'hyperrotation, on ne joue pas sur la rotation, on joue que sur le varus. Mais comme je fais des greffes continues dans ce cas-là, il faut protéger les deux. Donc, dans ces doubles varus, il faut faire l'ostéotomie plus une réparation, dans les cas chroniques. Dans les cas chroniques, ça va dépendre de la demande fonctionnelle. Si un jeune a une lésion chronique, je vais faire une plastie et l'ostéotomie. Quelqu'un qui a une moins grande demande fonctionnelle, je vais commencer par l'ostéotomie. Et s'il persiste une instabilité, notamment une instabilité rotatoire, je rajouterai un popliteus bypass après. Je le ferai en 2 temps. D'accord. Et cette hypermobilité rotatoire n'est pas néfaste pour le ménisque externe? Ah si. Ben oui. Donc, si on fait une valgisation sur un ménisque externe sur un compartiment externe qui garde une hypermobilité rotatoire, c'est embêtant. Oui, on le fera vite, parce que ça, on s'en rendra compte très vite. Tu lui fais l'ostéotomie, tu lui redonnes l'appui au bout d'1 mois et demi, tu le vois à la consultation à 3 mois, s'il continue à avoir un tiroir postérolatéral et qu'il est gêné, dans les semaines qui suivent, à ce moment-là, je ferai que la plastie rotatoire, qu'on peut faire en partie sous l'arthroscopie. Donc là, ça devient moins lourd après. Mais là aussi, on parle de cas, c'est quand même des choses qui sont globalement peu fréquentes. C'est vraiment des gens. Oui, bien sûr. Mais voilà. Merci. Et dis-moi, quelle est la fréquence de ces ruptures alors, pardon, je parle encore en point d'angle, de cette instabilité postérieure et latérale par rapport à la rupture habituelle du croisé antérieur? L'un est en valgus, rotation externe, et l'autre est en varus, rotation interne. On a beaucoup plus souvent des lésions en valgus, rotation externe, que l'inverse. C'est assez peu fréquent, mais certaines séries rapportent jusqu'à 20% de lésions concomitantes croisées antérieures et lésions postérolatérales. Attention, pas forcément diagnostic clinique, de diagnostic IRM, c'est-à-dire des gens où on voit un hypersignal dans cette zone-là. Donc, ça ne veut pas dire je ne suis pas en train de dire que dans 25% des cas des croisés, il faut faire une plastie postérolatérale. C'est un ordre épidémiologique. Pour se rendre compte combien on en fait en réalité, je n'ai pas d'idée moi, dans mes chiffres à moi. L'année dernière, on a fait autour de 300 croisés et on a dû faire une vingtaine de multiligamentaires. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que tu vois beaucoup de rugbyman, qui est quand même un sport avec le pied fixé au sol, avec des crampons, et où on ne contrôle pas tout? Parce que, par exemple, au tennis,
avec un filet entre les deux, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais, j'ai moins de tennisman. Effectivement, j'ai moins de tennisman dans ma pratique. Il y a d'autres sports que le rugby qui donnent ce type de lésion? Tous les sports à contact, les sports de combat aussi, les coups de pied, les low kicks dans les genoux, le ski peut en donner aussi. Et moi, j'ai un gros recrutement chez les gens qui font du motocross. Ah oui. Ça, Mm. c'est des Je bons n'ai pas clients. pensé à ça. Et aussi les vélos électriques de cross. Vous avez d'autres questions? On termine là. Alors, je vous avais préparé un fond parce que je pense qu'on ne vous a pas donné de fausses nouvelles aujourd'hui, c'est-à-dire pas de fake news. Et ça, c'est important. Donc, j'avais préparé un petit fond sur les fake news. Voici l'idée. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il faut que je me mette de ce côté. L'idée, c'est que par Internet, on peut faire passer beaucoup d'idées fausses, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. J'essaie de vous le montrer bien. Voilà. Donc ça, ce sont les futures conférences que nous allons pouvoir faire. À quoi bon se mettre dans une salle si c'est pour se voir en vidéoconférence? On est aussi bien chez soi. Mais attention à l'orateur qui est l'essentiel de la conférence. Sur ce, je vais vous quitter, mais j'insiste sur le fait que ça a été filmé et qu'il me faut un moyen de vous envoyer le film. Donc, j'ai pris le nom des participants et je vous enverrai le lien pour trouver ce film, mais aussi le film de la conférence précédente. Et peut-être nous allons rajouter quelques conférences déjà faites dans l'année pour lesquelles on pourra aussi les mettre en ligne. Et la suivante, ça devait être une conférence sur les tumeurs des parties molles que devait organiser Paul Mondial, mais il me dit qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, nous allons sauter une conférence et la conférence suivante qui aura lieu lundi prochain sera sur les fractures du calcanéum, qui sera faite par David Ancelin. Voilà. Et dernière chose, si certains d'entre vous, on est très content de voir nos amis libanais. La dernière fois, on avait des amis canadiens. J'ai vu que quelques Belges s'étaient liés à nous. Si dans les pays francophones, on pouvait se relier dans un peu tout le monde entier francophone, ça serait bien. Mais je n'ai pas les adresses. Donc, si certains d'entre vous ont des adresses de chirurgiens de pays francophones, envoyez-les-moi et je leur enverrai la liste. Je vous dis à tous au revoir. Il y a des Marseillais qui regardent, j'ai vu, oui. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao.